Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et puis que vous êtes en forme pour reprendre les cours cette semaine avec de nouveau des enseignements à distance. Dans la dernière vidéo, on avait vu une première méthode de séparation des constituants d'un mélange homogène. Et bien dans cette vidéo, on va voir une seconde méthode qui peut s'appliquer à d'autres systèmes, dans le cas par exemple où la cristallisation n'est pas possible. Alors, le cours sur l'extraction liquide-liquide sera composé en fait de trois vidéos séparées. La première, donc celle-ci, portera essentiellement sur les principes, les définitions, et puis on donnera un exemple simple de partage entre deux liquides. Dans une deuxième vidéo, je vous parlerai des équilibres et des déplacements d'équilibre entre les différentes phases. Et puis, dans une troisième vidéo, je vous parlerai cette fois-ci de quelques techniques utilisées concrètement pour faire de l'extraction liquide-liquide. Donc, comme je vous le disais, là, on va surtout parler des principes, des définitions et puis d'un exemple en particulier. Et je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, j'ai un nouveau setup, donc un petit peu mieux que normalement la dernière vidéo que je vous ai proposée. Donc, on va faire un suivi en fait du cours, non plus sur le tableau comme je le faisais au début, mais sur l'écran de l'ordinateur qui est juste ici en dessous. Et normalement, ça devrait être un petit peu plus fluide que ce que je vous ai proposé la dernière fois. On va voir si ça marche, j'espère que ça va tenir. D'un point de vue logiciel et d'un point de vue physique, puisqu'en fait l'ordinateur est posé sur une porte de lave-vaisselle qui est elle-même posée sur des tréteaux. Voilà, donc j'espère que tout cela va rester en place jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on bascule tout de suite sur l'ordinateur. Bien, donc dans la vidéo précédente, on a vu que lorsqu'on avait un mélange homogène, autrement dit, on avait un mélange liquide constitué de plusieurs composants qui étaient parfaitement mélangés les uns aux autres, on pouvait obtenir en fait une séparation de ces composés mélangés par cristallisation qu'on pouvait envisager de provoquer de deux façons, soit par refroidissement, soit par concentration, donc en éliminant le solvant, c'est-à-dire le composé qui n'est pas celui qui nous intéressait. Et en faisant ça, on obtenait en fait un mélange, cette fois-ci constitué d'une quantité moindre de solvant ou de la même quantité de solvant, mais avec moins de composés dissous. Et puis, on avait une partie donc, de ce composé dissous qui se retrouvait sous forme solide. Donc ici, on avait ce qu'on appelait les homères. Et ici, donc, les homères. Et ici, ce qu'on appelle le cristal, le solide. Alors, dans le cas de l'extraction liquide-liquide, en fait, on va conserver un petit peu la même idée, le même principe physique que ce qu'on avait vu dans le cas de la cristallisation. À savoir que on va forcer en fait le composé qui nous intéresse, enfin le composé que l'on souhaite retirer en fait du solvant. Ce composé-là, on va le forcer à sortir du solvant qui lui ne nous intéresse pas ou que l'on veut récupérer pur, c'est-à-dire sans le composé solide. Alors dans le cas de la cristallisation, on avait réalisé cette opération par refroidissement ou concentration de façon à forcer en fait la sortie du composé solide du solvant. Alors dans le cas de l'extraction liquide-liquide, ce que l'on va simplement faire, c'est qu'on va proposer au composé que l'on ne souhaite pas qui reste dans le solvant dans lequel il est présent initialement, donc à ce composé, on va lui proposer en fait une alternative, c'est-à-dire qu'on va coller à côté du solvant qui nous intéresse, dans lequel on ne souhaite pas que le composé reste, un deuxième solvant dans lequel on va essayer de faire passer le soluté, ou plus précisément le composé qui nous intéresse. Donc, pour que ça fonctionne, il y a un principe de base initial qui est que les deux solvants ne doivent pas être miscibles. Donc ici, on doit avoir un second solvant qui est non miscible au premier. Donc, un second solvant, ici, qui est non miscible avec le premier. Donc de cette façon, on a bien les deux phases qui sont séparées et puis du coup, on va voir s'établir un équilibre de partage où le soluté, donc le composé qu'on espère voir transiter d'un solvant à l'autre, va se déplacer petit à petit à travers l'interface qui sépare les deux solvants pour aller se positionner dans l'autre solvant. Donc
après établissement de l'équilibre, on se retrouve avec les deux mêmes solvants, donc non miscibles, toujours séparés. Et en revanche, on espère avoir une partie du soluté qui est restée dans le solvant initial et une partie du soluté qui est partie dans le second solvant. Alors, la façon dont cette structure-là se caractérise à la fin de l'établissement de l'équilibre est caractérisée par ce qu'on appelle un coefficient de partage, qu'on va noter ici K. Voilà. Et donc, par définition, ce coefficient de partage va être défini à partir des concentrations du soluté dans les deux solvants qui nous intéressent. Donc, ici, je note K. Si j'ai un solvant ici A par exemple, et puis un solvant B en dessous, eh bien le coefficient de partage entre A et B sera égal à la concentration de l'espèce solutée, donc la concentration en soluté dans A, divisé par la concentration en soluté dans la phase B. Alors, faites bien attention à une chose, c'est très important quand vous définissez le coefficient de partage, c'est un coefficient de partage d'une phase par rapport à une autre phase. Vous voyez que si je définis le coefficient de partage de B par rapport à A, j'aurai exactement l'inverse du coefficient de partage de A par rapport à B. Donc, il faut bien préciser quelle est la phase qui se trouve au-dessus de la fraction de définition du coefficient de partage et quelle est la phase qui se trouve en dessous de la fraction du coefficient de partage. Alors, cette définition avec des concentrations a une certaine utilité. Maintenant, on peut l'écrire de façon légèrement différente. Notamment, on peut utiliser un nombre de moles. Donc, ça, c'est la définition de la concentration. Donc, ça peut être le nombre de moles. Alors, je vais noter petit n, le nombre de moles. Voilà, hop. Oh, ça marche trop bien, cette gomme. Allez, hop. Donc, le nombre de moles, petit n, de l'espèce de petit n du soluté dans la phase A divisé par le volume de la phase A. Ça, c'est la définition de la concentration du soluté dans la phase A. Et je divise ça par la concentration du soluté dans la phase B, autrement dit le nombre de moles du soluté dans la phase B sur le volume de la phase B. Autrement dit, je peux le réécrire légèrement différemment. Ce sera Na sur Nb multiplié par Vb, donc je monte le volume au-dessus, sur VA. Et alors là, il y a un truc qui est très intéressant pour le génie des procédés, où on travaille souvent avec les masses, eh bien c'est que le soluté, il a la même masse molaire, quel que soit le solvant dans lequel il se trouve, et donc du coup, on peut diviser le nombre de moles par la masse molaire en haut et en bas, et on obtient le même type de formule, mais avec cette fois-ci les masses, autrement dit la masse de soluté qui se trouve dans la phase A, sur la masse de soluté qui se trouve dans la phase B, fois le rapport des volumes, donc volume de B sur volume de A. Voilà, donc nous c'est cette dernière formule ici qu'on va utiliser, mais les autres variantes évidemment sont intéressantes dans d'autres contextes également. Alors un petit point de détail avec le caractère non miscible des deux solvants qu'on a considérés tout à l'heure. En fait, les solvants en général ne sont jamais totalement non miscibles. On dit formellement qu'ils sont totalement non miscibles, mais en réalité ils sont très légèrement miscibles les uns avec les autres. Donc quand on a en fait les deux phases côte à côte, comme ici, et que l'on fait un dessin comme celui-ci en disant que ici on a la phase A et ici on a la phase B, en réalité, on a un petit peu de phase B qui se trouve dans la phase A. Et on a un petit peu de A qui se trouve dans la phase B. Donc ici, un petit peu de A. En fait, on en a même plus qu'un petit peu. En fait, chacune des deux phases est saturée dans ce qu'elle est susceptible de pouvoir accueillir de l'autre solvant. Donc A est saturé en B. Et de la même façon, B est saturé en A. Alors on dira que les deux solvants sont non miscibles lorsque cette saturation amène une quantité de l'autre solvant dans un des solvants qui est très faible. Par exemple, dans l'exemple que l'on prendra juste après, on a une solubilité de l'octanol, alors l'octane 1-ol en l'occurrence, qu'on notera, je dirais octanol pour la suite. Donc dans l'octanol dans l'eau,
qui sera l'autre solvant qu'on va utiliser. Cette solubilité, elle est de 540 mg par litre d'eau. Donc je vous rappelle, 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg, autrement dit 1000 grammes, hein, autrement dit 1 million de milligrammes. Donc sur ce million de milligrammes, eh bien, on va en récupérer, on va pouvoir accueillir 540 mg d'octanol. Donc typiquement, c'est un cas dans lequel on dira que les deux phases sont non miscibles, même si stricto sensu, ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, donc on a vu les principes de base de l'extraction liquide-liquide, donc qui consiste à réussir à faire passer un soluté d'un solvant vers un autre solvant. Alors on a différents cas de figure, mais en général quand on essaye de réaliser cette extraction liquide-liquide, ce qui est fixé à l'avance, ça va être le solvant de départ et le soluté. Et évidemment, tout le savoir-faire de l'ingénieur derrière ou du technicien qui va choisir son solvant, ça va être de choisir un solvant dans lequel le soluté se sent particulièrement à l'aise et donc du coup un soluté dans lequel un solvant dans lequel le plus de soluté possible va se déplacer, va venir se positionner. Alors, on va traiter un exemple concret d'échange entre deux phases, de façon à ce que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue mathématique et du coup sur quels facteurs on peut jouer pour essayer de rendre cet échange plus ou moins efficace. Alors, l'exemple que je vous propose de traiter est le suivant. On va partir de 10 kg d'eau, de 10 kg d'octanol. Alors, comme tout à l'heure, hein, c'est l'octane 1-ol, pardon. Voilà, je dirais juste octanol oralement. Et le soluté, donc on va considérer ici, ce sera le paracétamol. Bien, et on va considérer qu'on a 100 g de paracétamol. Donc, initialement, ce paracétamol est intégralement dans l'eau. Et puis, on va ajouter les 10 kg d'octanol et voir ce qui se passe. Donc, on démarre avec, ici, l'eau plus le paracétamol. Et on va mettre ça en contact avec donc l'octanol. Voilà. Et on va laisser s'établir l'équilibre de partage entre les deux phases. Ce qui fait que à la fin de l'équilibration, on va se retrouver avec de l'octanol qui contient un peu de paracétamol, et puis ici, de l'eau qui contient également du paracétamol. Alors pour caractériser cet échange, eh bien, il va nous falloir le coefficient de partage, donc le coefficient de partage K ici, pour le paracétamol entre l'octanol et l'eau. Donc, oui, excusez-moi, je vais préciser comme on a vu tout à l'heure, hein, hop. Voilà, donc hop, K2. Donc ça, c'est le coefficient de partage du paracétamol entre l'octanol et l'eau. Va valoir 10 puissance 0,5, autrement dit à peu près 3,16. Donc je vous rappelle, hein, ce coefficient-là, c'est égal par définition à la concentration du paracétamol dans l'octanol sur la concentration du paracétamol dans l'eau, une fois que l'équilibre de partage est atteint. Bien, et bien nous, ce qu'on veut savoir ici, évidemment, c'est quelles sont les quantités de paracétamol dans chacune des deux phases, donc dans chacun des deux solvants, une fois que l'équilibre est établi. Alors pour faire ça, on va juste exprimer le fait que la quantité totale de paracétamol à la fin est la même que celle qu'on a au début, et le fait que l'on connaît le rapport entre ces deux concentrations ici. Donc on va faire ça sur une nouvelle page. Tac. Oh, c'est bien ce logiciel, hein. Allez, hop, donc on a vu que le coefficient de partage, donc il valait 3,16, on reprendra la valeur tout à l'heure, c'est égal à la concentration du paracétamol dans l'octanol sur la concentration du paracétamol dans l'eau. Et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait exprimer ça sous la forme masse du soluté, donc du paracétamol dans l'octanol, sur la masse du soluté dans l'eau, multiplié par le volume d'eau
sur le volume d'octanol. Et nous, on a les masses des deux solvants. Simplement, on peut aller chercher les densités. Donc les densités sont tabulées, je vais vous les mettre ici. Donc la densité de l'eau, bon, celle-là, c'est pas compliqué, hein, on va travailler à 20 degrés, c'est 1. Et la densité de l'octanol à 20 degrés, elle est environ de 0,822. Ce qui fait qu'ici, on va pouvoir convertir les volumes en utilisant les densités qui sont données là et les masses qu'on avait tout à l'heure. Donc on se retrouve avec masse du soluté, donc du paracétamol dans l'octanol, sur la masse du paracétamol dans l'eau, multiplié par la masse d'eau. Ah, mauvais choix. Hop là, tac. Donc la masse, je vais noter grand M d'eau, donc c'est la masse d'eau, la grande masse d'octanol. Voilà, divisé par la densité, puisque quand on fait la masse divisée par la densité, ça nous donne le volume. Donc densité de l'octanol ici en haut et densité de l'eau en bas. Donc on a bien la masse d'eau divisée par la densité d'eau, ça me fait le volume d'eau. La masse d'octanol divisée par la densité d'octanol, ça me fait le volume d'octanol. Donc jusque-là, tout va bien. Très bien, donc j'ai le rapport des deux. Alors l'autre élément dont on a dit qu'on allait se servir tout à l'heure, c'est le fait que la masse totale de soluté dans les deux phases, donc la somme des deux, reste égale à la masse qu'on avait au début. Autrement dit, la masse de soluté dans l'eau, une fois l'équilibre établi, plus la masse de soluté dans l'octanol, une fois l'équilibre établi, est égale à la masse de soluté, je vais noter MT, qu'on avait tout au début. Bien, donc ici, simplement, on va remplacer une des deux masses inconnues. Donc, je vais choisir de remplacer la masse d'eau. Donc, je me retrouve avec masse de soluté dans l'octanol, plus la masse de soluté dans l'eau. Et cette masse de soluté dans l'eau, on va la faire passer ici. On refait descendre la constante en dessous et ça me donne masse de soluté dans l'octanol, donc qui vient du numérateur ici, multiplié par 1 sur la constante de partage, multiplié par la masse totale d'eau sur la masse d'octanol, multiplié par la densité de l'octanol sur la densité de l'eau. Hein, j'ai juste remplacé ce qu'on avait là-haut. Et tout ça, c'est égal à la masse totale. Alors, étape suivante, je vais juste factoriser la masse d'octanol ici. Donc, ça me donne masse d'octanol fois 1 qui provient de là, plus le facteur que j'ai ici. Hein, donc, ça me fait 1 sur K, ma grande masse d'eau, masse d'octanol, fois densité de l'octanol sur densité de l'eau est égal à masse totale. Et dernière étape, je vais diviser cette masse d'octanol par la masse totale et je vais envoyer tout ce facteur ici à gauche vers la droite. Donc je me retrouve avec masse d'octanol sur masse totale. Ah, pardon, c'est pas masse d'octanol, hein, c'est la masse de soluté dans l'octanol sur la masse de soluté totale qui est égale à 1 sur 1 plus 1 sur K, facteur de masse d'eau sur masse d'octanol fois la densité d'octanol sur la densité de l'eau. Voilà, et c'est cette formule-là qui est importante ici, puisqu'en fait, ce que cela nous donne, c'est la part de la masse totale de soluté qui se retrouve dans l'octanol. Okay, donc ça me donne en fait la fraction de soluté qui est passée dans l'octanol par rapport à ce qu'on avait au début dans l'eau. Évidemment, le complément, ça nous donne ce qui reste dans l'eau. Donc, si je fais le calcul numérique ici, bon, il suffit de prendre sa calculatrice, ça me donne que la masse de soluté dans l'octanol sur la masse de soluté totale est égale à 0,79. Autrement dit, on a 79% du soluté qui est passé dans l'octanol, et donc 21% du soluté qui est resté dans l'eau. Ok, donc vu qu'on avait 100 g de soluté au début, ça nous fait 79 g de soluté qui sont passés, donc je vais le mettre là en bas, donc masse de soluté dans l'octanol, du coup, c'est 79 grammes. Et puis la masse de soluté dans l'eau, celle qui reste, elle est de 21 grammes. Voilà.
Donc c'est la réponse qu'on souhaitait obtenir. Alors ce que l'on peut voir, c'est que si on augmente la quantité d'octanol disponible, on va augmenter la masse d'octanol ici. Autrement dit, on va diminuer ce terme, on va donc diminuer ce terme-là, et donc on va augmenter la valeur globale de la fraction, autrement dit, on va augmenter la quantité de soluté qui se trouve dans là, alors attendez, bougez pas, je vais répercuter cette formule sur une autre page et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai juste recopié la formule qu'on avait juste avant sur une nouvelle page. Donc ce que l'on peut voir, bien, c'est différentes choses. Si je regarde la masse donc, de soluté dans la phase octanol sur la masse totale, on voit que ça, eh bien, ça va augmenter si la masse d'octanol augmente. C'est-à-dire si je mets davantage de solution, donc de solvant, dans lequel on veut faire transiter, vers lequel on veut faire transiter l'octanol, eh bien en fait je vais avoir une meilleure extraction puisque je vais extraire davantage de composés. A contrario, évidemment, si je diminue la masse d'octanol, j'aurai une extraction plus faible. Au niveau du coefficient de partage, on voit que si le coefficient de partage augmente, donc si ici j'ai un coefficient de partage K qui augmente, et bien de la même façon, ici, je vais avoir ça qui augmente, donc ça qui diminue, donc le dénominateur qui diminue, donc la fraction qui augmente, donc de la même façon, on a une meilleure extraction si le coefficient de partage augmente ici, donc est en faveur de la phase octanol. Voilà, donc on a vu ici les principes, la définition du coefficient de partage pour l'extraction liquide-liquide. On a vu un exemple concret pour le mélange du paracétamol dans l'eau qu'on extrayait avec de l'octanol. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de vous entraîner là-dessus au travers d'un exercice dont vous trouverez l'énoncé dans une seconde vidéo vers laquelle je vous invite à vous diriger à présent. En attendant, j'espère que ce format vous a plu, que ça a été un petit peu plus agréable et plus fluide à utiliser que la précédente version. Quoi qu'il en soit, si vous avez des suggestions à me faire sur la forme, sur la façon de faire tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt. Ciao!